Merci, merci, ravi d'être ici avec vous. On va essayer de traiter pendant les 5 heures que vous m'avez accordées, on va essayer de traiter la biologie de l'attachement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mes études de médecine, on nous disait que l'affect était une pollution de l'esprit scientifique. Or, maintenant, on se rend compte que l'affect joue un rôle important non seulement dans la structuration du cerveau, mais aussi dans l'établissement de nos relations quotidiennes, et peut-être même plus. Alors, quand il y a quelques décennies, on parlait d'un enfant, quand un enfant se développait bien, on disait que c'était une bonne graine, et quand il se développait mal, on disait que c'était une mauvaise graine. Eh bien, cette métaphore végétale est une métaphore raciste, parce que ça voudrait dire que parmi nous, il y a des gens qui ont tout en eux pour devenir des super-hommes, et d'autres qui ont tout en eux pour devenir des sous-hommes. Alors, on est passé, après la Seconde Guerre mondiale, on est passé dans l'excès contraire, et on a pensé que le milieu était tout puissant et que la matière n'avait rien à dire. Et maintenant, on établit une transaction constante, on cherche à établir des transactions entre ce qu'on est et ce qui est. Et c'est une transaction constante qui fait qu'on devient plus ou moins homme, plus ou moins gros, plus ou moins femme, et que c'est une négociation constante entre la biologie et la culture. Alors voilà un peu comment je vais essayer. Voilà ici le début de cette aventure. Vous avez ici un psychologue vous avez ici le psychologue est en haut de l'image. Vous avez ici vous avez ici un psychologue qui est en train, un rat qui est en train de dresser un psychologue à lui fournir des petites boulettes de viande. S'il appuie 2 fois sur la pédale, le psychologue sera bien conditionné, il va lui donner 2 boulettes. Et s'il appuie qu'une seule fois, le psychologue bien conditionné ne lui donnera qu'une boulette. Donc on est passé dans cette manière de raisonner. Et puis voilà ici celui qui a révolutionné. Voilà ici le bonhomme qui a provoqué une révolution épistémologique. C'est lui, c'est-à-dire que ce petit macaque, dans l'expérimentation de Harlow, qui est une vieille expérimentation des années 50, est en train de nous démontrer que ce qui fonde l'élan vers l'autre, ça n'est pas l'alimentation, c'est le contact, l'attachement, c'est-à-dire l'effet, le corps tranquillisant de l'autre. L'effet tranquillisant du corps de l'autre fait qu'une fois qu'on est sécurisé, on a acquis le pouvoir et le plaisir d'explorer le monde des choses et le monde des gens. Alors ce mode de raisonnement-là, bien sûr, exclut la sélection entre le biologique ou le culturel, puisque les deux sont en transaction constante. Alors voilà ici l'expérimentation, je la rappelle rapidement, mais c'est uniquement parce que voilà le stresseur, qui est un nounours mécanique, voilà la réaction adaptée, c'est-à-dire la fuite, et voilà ici l'effet tranquillisant de la figure d'attachement qui, chez le petit macaque, est un feutre. Ici, Harlow, alors c'est parti d'une phrase de Freud, l'alimentation fonde l'amour. Et Harlow dit, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais on va faire cette manipulation expérimentale, et le petit macaque nous répond, ce n'est pas l'alimentation qui fonde l'attachement, c'est le contact sécurisant. Et voilà ici la mère en fil de fer qui nourrit, et le petit macaque stressé bondit pour se sécuriser contre la mère feutre qui ne nourrit pas, mais qui tranquillise. Et ce n'est qu'une fois tranquillisé que le petit macaque pourra partir à la recherche du biberon. Ça veut dire que cette expérimentation-là, le macaque est donc en désaccord avec Freud, et depuis les expérimentations récentes, ont plutôt tendance à donner raison au macaque. Alors, dans la vie, tout milieu est stresseur. C'est-à-dire qu'on a fait du stress, d'abord c'est une notion biologique assez vague, mais acceptons cette définition physiologique. Tout milieu est stresseur. Et s'il n'est pas stresseur, c'est la mort psychique avant la mort physique. Puisque le stress, c'est créer une sensation d'événement
donc une contrainte à l'apprentissage, à l'incorporation dans une information dans le cerveau. Et comme Lionel vient de nous le montrer, ça sculpte, ça trace une partie du cerveau. Alors, on voit que dans une biographie de tout être vivant, il y a la nécessité d'avoir des stress pour continuer à se développer. Et l'organe qui traite les stress, c'est d'abord le cerveau, mais il va traiter l'information du stress de manière totalement différente s'il a une base de sécurité ou s'il ne l'a pas. S'il a une base de sécurité, il va se sécuriser et le stress va devenir un stimulus agréable, stimulant. S'il n'a pas de base de sécurité, le même stress, la même information objective, physique et psychophysiologique, la même information va devenir une alerte désorganisante. Alors là, donc, d'où l'impossibilité de raisonner en termes de causalité linéaire, l'impossibilité de dire une cause provoque un effet, de même qu'en pharmacologie, on sait bien qu'il y a rarement des relations dose-effet parallèles. Des fois, on a des petites doses qui provoquent un effet énorme, des fois, on a des grosses doses qui provoquent pas ou peu d'effets, parce que ça n'est pas linéaire, ça dépend du contexte. L'effet d'une molécule dépend du contexte. Si la même molécule dans un contexte sécurisant n'aura pas le même effet que la même molécule dans un contexte insécurisant. C'est-à-dire que là, l'adaptation au milieu modifie la manière de percevoir les informations et de les traiter. C'est-à-dire que la même information peut être une aventure constructive ou une aventure, un stress délabrant. La même information intégrée selon le contexte. Et l'organe qui permet... Alors il y a deux organes qui permettent de modifier l'information, c'est la base de sécurité et c'est le cerveau. C'est-à-dire que dans ces notions-là, le cerveau modifie l'orientation de la circulation des informations. On voit qu'il y a des périodes sensibles pour tout organisme vivant. Une même information, par exemple, chez les poussins, chez les animaux, chez les poussins, c'est 3 heures, une période sensible qui est déterminée chronobiologiquement, chronogénétiquement. 3 heures, qui correspond à un pic de synthèse de l'acétylcholine, qui est le neuromédiateur de la mémoire. Une information, à ce moment-là, va circuiter, laisser une trace dans le cerveau. La même information avant la période sensible ou après la période sensible ne laissera aucune trace dans le cerveau parce que le cerveau n'aura pas été capable de recevoir cette information. C'est-à-dire ce qui explique pourquoi nous, dans une même situation, essayez quand vous rentrerez chez vous tout à l'heure, racontez-vous un souvenir d'enfance avec vos frères et vos sœurs. Vous allez voir. Ah ben, tu te rappelles quand on était à la campagne et que maman s'était fâchée? Mais qu'est-ce que tu racontes? Maman n'était pas là. Mais si, elle était là. Mais non, elle n'était pas là. Essayez, vous allez voir. C'est-à-dire que, parce qu'on n'a pas été sensible aux mêmes informations à cause de notre développement et à cause de notre histoire. Alors, on voit ici que si il y a 3 stress. Le pire stress, c'est l'absence de stress. Parce que lorsqu'il n'y a pas de stress, le cerveau n'est pas stimulé, n'est pas éveillé, et on n'a aucune raison d'apprendre. Et on le voit sans difficulté, quand on a fait avant les résonances magnétiques, avant la technologie moderne, qui est tout à fait impressionnante, on avait des scanners en ville, et on voyait sans difficulté que les enfants, en isolement affectif, avaient une atrophie fronto-limbique. Alors, on a été un peu vite en employant cette expression, fronto-limbique. On a été un peu vite en employant cette expression parce que maintenant, on a de publications de rencontre en rencontre, on a précisé le travail et l'atrophie frontale est une pseudo-atrophie, c'est-à-dire que comme le contexte n'est pas stimulant, l'arborisation des neurones ne va pas se connecter avec les autres neurones, c'est-à-dire que les neurones sont normaux, mais les dendrites sont couchés, comme un champ de blé. Ils sont couchés, on a une impression d'atrophie, on voit un creux au scanner, mais c'est tout à fait important parce qu'il suffit de réorganiser le milieu pour
pour voir que les dendrites se redressent et que la pseudo-atrophie disparaît. Ce qui permet de remettre en fonction le lobe préfrontal, c'est la réorganisation du milieu affectif. Alors là, s'il y a des cartésiens dans la salle, ils vont passer une mauvaise journée parce que là, on est loin de l'opposition entre le biologique ou le psychique. Hein, là, on voit que même c'est l'écologie immédiate, l'écologie utérine, hein, notre premier habitat, c'est l'utérus. L'écologie utérine commence déjà à sculpter le cerveau des bébés. Et Shaul Harel, qui était venu à une réunion où Lionel assistait à Lille, Shaul Harel, qui est professeur de neuropédiatrie à Tel Aviv, nous avait montré que dans une population de femmes enceintes qui consultaient pour syndrome psychotraumatique à cause d'une politique régionale en grande difficulté, eh bien, les psychologues s'étaient occupés des femmes enceintes qui consultaient pour syndrome psychotraumatique. Shaul Harel, neurologue, avait fait des scanners et des résonances magnétiques aux nouveau-nés. Retard de taille, 50%, retard de périmètre crânien, 24%, et tous avaient une atrophie fronto-limbique. C'est-à-dire que les bébés arrivaient au monde avec une altération cognitive à cause d'une politique folle. Donc, mais c'était parce que leur écologie émotionnelle était altérée, parce que les mères avaient un stress qu'elles ne pouvaient pas digérer. Elles ne pouvaient pas digérer ce stress parce que leur famille n'était pas sécurisante, parce que leur développement ne les avait pas sécurisés, parce que la vie, il y avait une précarité sociale, un conflit conjugal, parce qu'il y avait des malheurs qui avaient empêché ces mères de sécuriser leur bébé. J'ai mal dit. J'ai dit qu'il avait empêché ces mères, j'aurais dû dire que ce n'est pas la mère qui était la cause de l'atrophie frontolimbique, c'était le malheur de la mère qui était la cause de l'atrophie frontolimbique, et le malheur de la mère, ce n'est pas la mère. Le malheur de la mère, ça peut être son mari. Là, en l'occurrence, c'était une politique folle. C'est-à-dire que si on n'a pas si le milieu est privé d'altérité, c'est-à-dire que là, on voit que ce petit macaque, il a une altérité. Une fois sécurisé, il explore. Si le milieu est privé de base de sécurité, le seul objet extérieur à lui-même, c'est lui-même. Et on voit des comportements autocentrés, les enfants qui se balancent sans cesse, qui tournoient, qui s'auto-agressent quand l'émotion est trop forte, qui se mordent, ils se tapent la tête par terre, parce qu'il n'y a pas d'altérité imprégnée dans leur mémoire cérébrale. Et on voit par exemple, quand on travaille avec les enfants abandonnés, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, quand j'étais avec l'UNICEF à Belgrade, les enfants préverbaux se balancent, on passe à côté, et soudain ils se jettent sur une jambe qui passe à portée, une jambe d'homme, une jambe de femme, ils serrent très très fort, et puis soudain ils se détachent et ils recommencent à s'auto-agresser ou à se balancer. C'est-à-dire que là, le rituel d'interaction n'a pas été mis en place parce qu'il y avait une altération de l'environnement et que les enfants gardaient la pulsion vers l'autre, mais ils n'avaient pas appris à ritualiser leurs interactions, s'approcher, regarder, faire un babil, faire un geste de la main, faire un sourire. Tous ces rituels préverbaux d'interaction n'avaient pas été mis en place puisqu'il n'y avait pas d'altérité. Donc la pulsion, même si le mot est vague, on va le garder pour l'instant, la pulsion permettait à l'enfant de se jeter sur une jambe, il la serrait et ça n'avait pas de fonction sécurisante puisqu'il n'avait pas appris les rituels d'interaction à cause d'une carence environnementale. Alors, les pays d'Europe du Nord ont beaucoup travaillé l'importance des interactions précoces, fin de grossesse, premier mois de la vie, et il y a des décisions politiques qui ont été prises par les pays d'Europe du Nord, Finlande, Norvège, Suède, 1% d'illettrés. 1%. Nous, on est à 15%. Or, ils ont simplement pris des décisions politiques, congés parentaux 1 mois, les 3 premiers mois, 1 an, les 3 premiers mois sont donnés aux femmes, les 9 mois suivants, c'est le couple qui décide qui va rester à la maison et qui va s'occuper de l'enfant. 1% d'illettrés, ils ont des cours beaucoup plus courts que les nôtres, leurs enfants travaillent beaucoup moins que les nôtres, et au classement PISA, ils sont toujours médaille d'or. C'est-à-dire que, alors qu'ils travaillent beaucoup moins, parce qu'ils apprennent plus vite.
Alors, s'il n'y a pas de stress, et c'est le pire stress, mais s'il y a trop de stress, on voit que le cortisol, c'est la réaction physiologique. Il faut qu'on en sécrète pour avoir des émotions, pour des raisons biologiques, il faut qu'on en sécrète, et ça n'est pas toxique. Mais lorsque le stress est trop fort, et lorsqu'on est privé de base d'attachement pour métaboliser le stress, à ce moment-là, le cortisol, la cortisone dans le sang devient beaucoup trop forte, elle passe la barrière hémato-méningée, et il se trouve que la partie dorsale de l'hippocampe, notamment la partie qu'on appelle CA3, est très sensible à la cortisone, qui là, dans ce cas, n'étant pas sécurisée par un autre, la cortisone touche cette partie du système limbique, les neurones gonflent, il y a une inversion du gradient sodium-potassium, il y a une hyperosmolarité, les cellules explosent, et là, ces cellules-là sont mortes. Et les enfants arrivent au monde avec une altération cognitive, de mémoire et d'émotion, qui est difficilement résiliable. C'est possible, comme l'a montré Lionel Nakache pour la petite fille opérée d'une tumeur temporale gauche, mais ça reprend un très vieux travail de Ekan et Ajura-Guerra, à côté d'ici, qui avait fait une collection d'une 12 enfants qui accidentellement étaient tombés, avaient été renversés, et le lobe temporal gauche avait été arraché avant la verbalité, c'est-à-dire avant le 20e mois. Logiquement, ces enfants n'auraient pas dû parler. Ils ont tous parlé parce qu'une autre zone cérébrale était devenue la zone du langage. C'est-à-dire que, mais là, ce travail, je crois que c'est Cohen, ce travail retrouve un vieux travail, confirme avec la technologie moderne ce que Ekan et Ajura-Guerra avaient déjà trouvé dans les années 50. Alors, ça veut dire aussi que le monde n'est pas ce qu'il est, n'est pas ce qu'il paraît. Si je suis au contact de ma base de sécurité, de ma figure d'attachement, imprégnée dans ma mémoire biologique, le monde, une fois sécurisé, je me blottis contre elle, et une fois sécurisé, comme le petit macaque, une fois sécurisé, j'éprouve le plaisir et je peux observer mon agresseur et apprendre à résoudre le problème de l'agression. S'il n'y a pas d'altérité, je ne peux pas apprendre, je m'affole. Et on voit que chez les poussins, un poussin qui peut être sécurisé par un objet d'empreinte, par une pierre ou par une brique, on enlève la brique, aussitôt son objet d'attachement disparaît, il court en tous sens et il ne peut plus rien apprendre, et il y a des gens qui sont payés pour compter le nombre de diarrhées par minute. Et que, effectivement, un poussin sans brique d'attachement a beaucoup de diarrhées par minute, donc ça provoque des altérations organiques. On remet la brique à laquelle il est attaché, instantanément, les diarrhées disparaissent et le poussin recommence à apprendre ce qui est utile dans son monde de poussin. Alors, ça veut dire que le monde est ce qu'il est si je n'existais pas, c'est le réel, mais en fait, le monde, pour moi, est ce qu'il paraît, et il est différent. Si je suis près de ma base, ma figure d'attachement, je vais l'explorer. Si je n'ai pas de figure d'attachement, je vais avoir des troubles somatiques, des diarrhées, des atrophies cérébrales, et je vais être incapable d'apprendre quoi que ce soit. Donc, c'est un mode de raisonnement. Si je vis dans un monde connu, familiarisé, je vais avoir le plaisir d'apprendre. Si je vis dans un monde inconnu, la même information va devenir pour moi une agression. Alors, donc cette acquisition de vulnérabilité neuro-émotionnelle, maintenant on la dose et on la photographie, et on commence même à expliquer comment elle se met en place. Et Philippe Courtet a dirigé il n'y a pas longtemps une recherche en répartissant les travaux sur les déterminants du suicide à l'adolescence. Quand Durkheim, à la fin du XIXe siècle, a dit que l'isolement social, les chamboulements sociaux étaient un déterminant essentiel du suicide, on ne peut pas aller contre. Actuellement, les deux pics de suicide, c'est la Grèce et les États-Unis. C'est-à-dire qu'un chamboulement social provoque un pic de suicide. Mais quand il y a un chamboulement social, tout le monde ne se suicide pas. Et ne se suicide au cours de ce bouleversement social que ceux qui ont été
isolés précocement avant la période du langage. C'est-à-dire qu'ils ont acquis une vulnérabilité neuro-émotionnelle, l'atrophie préfrontale a une fonction neurologique qui est d'inhiber la flambée de l'amygdale. Et l'amygdale traite, pour faire vite, on va dire que c'est le centre de la frayeur. C'est-à-dire que c'est dans l'amygdale qui va consommer beaucoup d'énergie quand j'ai peur. Si j'ai été sécurisé dans mon enfance, mon cortex préfrontal fait son boulot d'anticipateur et de frein de l'amygdale. Donc si j'ai peur, j'ai un frein neurologique, je vais aussitôt contrôler mon émotion, et plus tard, si j'ai appris à parler, j'aurai un autre mécanisme qui va me permettre de contrôler mon émotion, c'est la parole. Je pourrais le dire, je pourrais chercher à comprendre, je pourrais en faire un récit qui va donner forme cohérente, qui va donner une forme verbale à mon monde, et si je peux le partager avec quelqu'un qui est une base de sécurité, je vais contrôler l'émotion. Or, si je n'ai pas tout ça, je n'ai pas de lobe préfrontal, mon amygdale, alors moi j'ai vu des amygdales plus gros, dans des cortex atrophiés, certaines amygdales étaient, j'ai vu 3-4 fois plus grosses. Mais il y a des publications qui disent que les amygdales peuvent être 10 fois plus grosses. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Bon, c'est peut-être vrai, ça me paraît beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque l'amygdale flambe, les Américains disent unleashed, c'est-à-dire déchaînée. Lorsque l'amygdale est déchaînée, parce qu'elle n'est plus freinée par le cortex préfrontal, parce qu'il y a eu un stress, une altération relationnelle ou psychosociale au cours des premiers mois de l'existence, toute information devient une agression. Alors, donc, c'est des raisonnements systémiques, c'est plus une cause qui provoque un effet. Alors, dans les enfants maltraités, alors, on voit que cette notion de période sensible, qui a été très bien décrite chez les poussins, elle existe aussi chez les humains. Personnellement, ça fait 60 ans que je suis débutant en anglais. Si j'étais né en Angleterre, j'aurais appris l'anglais impeccablement en 10 mois, sans cours, sans école, sans prof, comme tous les petits anglais. C'est-à-dire que et tout enfant, en 10 mois, entre le 20e et le 30e mois, est capable d'apprendre toute langue, même les plus compliquées qui soient. Alors qu'ensuite, on ne peut plus jamais refaire cette performance pendant toute notre vie. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'aucun enfant ne parle le jour de sa naissance. Ce que je viens de dire n'est pas vrai. Il y en a un qui a parlé le jour de sa naissance, c'est Pantagruel, qui, à peine né, s'est écrié « à boire, je veux du bon vin ». Et on lui a apporté du vin de tout le canton de Beusse et du Bibarré. S'il y a des gens qui savent où est le Beusse et Bibarré, je suis preneur, mais voilà, c'est dans Rabelais. Mais à part Pantagruel, tous nos enfants attendent le 20e mois pour parler. Et on voit que dans les maladies d'Alzheimer, ou quand les gens qui ont vécu dans plusieurs langues oublient les langues dans l'ordre inverse de l'apprentissage. C'est-à-dire que j'ai eu des patients qui avaient passé leur vie dans plusieurs langues, c'était la langue maternelle qui restait le plus profondément imprégnée. Et je pense à un de mes patients qui avait passé les premières années de sa vie en Italie, puis ensuite tout le reste de sa vie en France et aux États-Unis, qui parlait donc très bien français et américain, et qui soutenait qu'il avait oublié l'italien. Et quand la maladie d'Alzheimer s'est développée, il a oublié dans l'ordre l'anglais, le français, et ensuite il ne parlait que l'italien. C'est-à-dire que, et ces aphasies des polyglottes, pour les neurologues qui sont dans la salle, c'est pas rare du tout, hein, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Alors, cette manière de souffrir, elle circuite le cerveau. Un enfant maltraité, cliniquement, acquiert la vigilance glacée, c'est-à-dire qu'il est très attentif, il ne dit pas un mot, il a peur, il est très attentif au moindre geste, à la moindre mimique faciale de « tiens, il vient de froncer les sourcils, c'est qu'il faut que je me méfie ». Ça veut dire qu'il va bientôt falloir que j'arrête. Donc la moindre mimique faciale, pour moi, enfant maltraité, est une alerte. Et on voit ces enfants-là circuitent le cerveau et apprennent à traiter le moindre indice corporel émis
émis par son corps. Le moindre indice émis par son corps. Quand ces enfants sont placés dans une famille d'accueil, ils continuent à faire ce qu'ils ont appris. L'adaptation à la maltraitance, c'est il faut que je sois vigilant à son corps. On me met dans une famille d'accueil, je continue à être vigilant aux indices du corps des autres. Et j'ai eu dans ma clinique à entendre des enfants qui se plaignaient de maltraitance auprès des assistantes sociales ou même qui allaient au commissariat pour déposer plainte contre leur famille d'accueil, adorables. Ils répondaient à quelque chose qui était inscrit dans leur mémoire, mais qui ne correspondait plus à l'adaptation actuelle au milieu. Alors, on voit la même chose pour la violence conjugale. Alors, on voit aussi la même chose pour la violence sexuelle. C'est-à-dire que, là, il paraît, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, il paraît que dans la violence sexuelle, parce que la violence sexuelle, c'est rarement une agression, quand elle est extérieure à la famille. La plupart du temps, la violence sexuelle, c'est une relation, parce que la plupart du temps, elle est dans la famille ou proche de la famille. Dans ce cas-là, ça s'inscrit comme une habitude dans la mémoire. Et il paraît, je cite Teicher, je ne sais pas ce qu'il faut penser, il paraît que dans ce cas, on a des atrophies du corps calleux. Voilà, je dis ce que j'ai lu, mais je ne sais pas. En revanche, qu'il y ait d'autres malformations cérébrales résiliables, ça c'est certain. Alors, je vais terminer en parlant de la violence verbale, c'est-à-dire que même la violence verbale sculpte le cerveau. Lorsque j'ai eu à accompagner deux petits garçons, l'un, sa mère l'avait baptisé Pilule, devinez pourquoi? Parce qu'il était arrivé au monde le jour où elle avait oublié de prendre la pilule. Elle n'appelait son fils que Pilule, et une autre n'appelait son fils que tête de lard ou fils de pute. Et tout le monde... Alors, et ce que j'ai vu, c'est que tête de lard, viens, va me chercher ça. Oui, maman. Et tout le monde éclatait de rire. Parce qu'il ne répondait pas à son prénom, il répondait à l'insulte tête de lard ou fils de pute. C'était elle, la mère. Et dans cet enfant-là, et par des insultes verbales, apprenait à son cerveau à répondre avec une représentation de soi altérée, c'est-à-dire une représentation de soi, je suis minable, personne, je ne suis pas capable, et il répondait à un fonctionnement cérébral différent, c'est-à-dire qu'on voyait des altérations cérébrales provoquées par des insultes verbales, et toute une partie du cerveau avait été sculptée par cette manière quotidienne de dévaloriser un enfant. Alors, donc, on vit dans le monde, nous, êtres humains, on vit comme les animaux, on partage les périodes sensibles, l'oxygène, l'espace, comme les animaux, sauf qu'on ajoute en plus le monde des représentations verbales, le monde de l'artifice, artifice de la machine et artifice du verbe. Et là, on est capable de fabriquer des merveilles ou des horreurs. Merci de m'avoir écouté.